Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Kool & The Band. Je suis Julia Boussard et j'ai le plaisir de vous accompagner ces 15 prochaines minutes. Vous l'aurez compris, ce podcast un poil givré et plein de chaleur humaine, c'est le vôtre. Il est dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Un grand merci à nos partenaires qui relaient ces épisodes. L'Association française du froid, Derrick et le monde du froid et Frigorist.fr. Bonjour Philippe Boichon, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouveau podcast Kool & The Band, qui est donc un podcast dédié à la réfrigération industrielle et commerciale. Allez, je vais vous la faire. Bienvenue dans la bande. Bonjour Julia, merci pour l'invitation. Philippe, vous êtes directeur Europe de la division réfrigération de la société Panasonic. Votre nom va peut-être dire quelque chose à nos auditeurs, puisqu'on vous a vu ces dernières années chez Area Cooling Solutions, qui a été racheté par le groupe japonais fin novembre 2024. Et donc, suite à ce rachat, Panasonic dispose désormais de 4 usines en Europe dédiées aux activités CVCR. L'actualité forte de cette fin d'année, c'est le lancement des gammes inverteurs iCool et iCore pour la réfrigération commerciale. Ces gammes vous permettent aujourd'hui de proposer un éventail complet de solutions, aussi bien en HFC, A2L et CO2, pour des installations multigroupes en froid commercial jusqu'à 100 kW. Et c'est donc pour parler CO2 que nous nous retrouvons aujourd'hui, et on va se concentrer sur les groupes transcritiques. Allez, on regarde dans le rétroviseur. Le moment est plutôt bon pour faire un bilan en sortie d'été au sujet du CO2. On pointe souvent du doigt que ce fluide n'est pas adapté aux hautes températures ambiantes. Comment est-ce que vous avez vécu cet été 2025 et en particulier les pics de canicule qu'on a pu connaître? Est-ce que tout le monde était sur le pont? Alors écoutez Julia, depuis Omaha Beach où j'ai passé quelques jours de vacances, je n'ai pas entendu parler de hordes de mainteneurs débarquer sur nos installations. Non, plus sérieusement, on sait que quand il fait chaud, les compresseurs souffrent, ils sortent de leur zone de confort, et c'est particulièrement vrai pour le CO2. Et donc, ils subissent de fortes contraintes mécaniques. Et c'est à nous, fabricants, de trouver les solutions, car on le voit, et encore plus cette année, l'urgence climatique est une réalité. Oui, mais effectivement, ça, on voit déjà que certains proposent des solutions d'éjecteurs sur les semi-hermétiques, par exemple, ou on voit aussi des rampes adiabatiques qui permettent de soulager le travail du compresseur, et c'est en soi une manière de baisser le delta P. Complètement. Maintenant, si vous voulez arroser les gaz couleurs avec de l'eau, c'est une solution que j'appellerais vert pâle. L'eau est quand même une nécessité pour tous, et il faut éviter de la gaspiller. Maintenant, si on regarde un petit peu les solutions existantes, il y a des solutions centralisées type booster qui sont largement répandues et intéressantes et qui fonctionnent, mais qui demandent justement pour passer ces vagues de chaleur soit un surdimensionnement des gaz couleurs, ce qui va poser des problèmes en mi-saison, soit encore utiliser des pièces mécaniques additionnelles telles les éjecteurs, comme vous l'avez bien dit. Qui va venir ajouter une problématique potentielle en maintenance supplémentaire. Exactement. Ou alors, il existe encore des solutions type compresseur simple étage qui, eux, par contre, on le voit, sont limitées en termes de puissance, avec des fortes pertes de puissance dès que les températures montent. Et donc, qui posent un problème de dimensionnement de l'installation. D'accord. Dans ce cas, faisons l'inverse. Selon vous, quelle serait la réponse technique adaptée pour justement faire face à ces températures de plus en plus élevées? Alors, au début des années 2000, Panasonic a lancé le développement de compresseurs hermétiques double étage CO2. Les premières unités transcritiques ont été installées au Japon en 2011 et ont été introduites en Europe en 2017. Ça fait déjà 8 ans, donc il y a une certaine expérience par rapport à ça. D'accord, mais alors ça c'est plus le volet théorique. Côté terrain, est-ce que vous auriez des données peut-être un petit peu plus chiffrées à nous transmettre? Oui, complètement. Avec nos partenaires clients finaux et installateurs, nous avons un peu plus de 1000 installations en Europe, surveillées à distance, ce qui nous permet de voir en temps réel ce qui se passe. Et par exemple, on a pu voir qu'à Séville, nous avons atteint 52 degrés extérieurs pour un fonctionnement sur un glacier, sur une application de glacier, et 47 degrés à Chypre pour une installation de chambre en congélation, moins 24 à l'intérieur. Alors là, vous nous parlez quand même de territoires, on va dire, assez éloignés de notre scope. Séville, l'Andalousie est assez connue pour ses fortes chaleurs. Le bassin méditerranéen, ce sera la même chose. Mais par rapport au marché français sur vraiment l'hexagone, est-ce que vous avez des chiffres à nous transmettre? Oui.
Nous avons aussi des installations en France et on a pu voir cet été que nous sommes montés jusqu'à 42 degrés ambiants sur une installation aussi là de congélation. Mais plus globalement, ce que je voulais passer comme message, c'est qu'aujourd'hui nous offrons des solutions fiables sous haute température et que nous pouvons le prouver, avec des pertes de puissance limitées de l'ordre de 15% entre 32 et 45 degrés quand on prend les performances de la machine. Ce qui veut dire que nos solutions sont adaptées à toute saison et qu'on évite les cyclages on-off qui, on le sait, les cyclages on-off sont pas bons pour le compresseur. Maintenant, si nos auditeurs sont intéressés pour aller plus loin dans la description du compresseur et de voir comment il fonctionne, le podcast n'est pas vraiment adapté. Ça va être compliqué. Donc, je les invite à aller regarder sur Internet. Et il y a plein de vidéos réalisées par des frigoristes qui montrent le fonctionnement du compresseur biétagé. Et justement, pour nos auditeurs, on mettra en lien ces vidéos en commentaire de l'épisode. Donc finalement, là, vous écoutez, cette histoire de compresseur double étage, ce serait aussi un pas en plus vers la pérennisation des installations ? Complètement, mais pas seulement. C'est-à-dire que le compresseur biétage, il a aussi une partie qui est très intéressante, c'est son moteur, où on a un moteur BLDC inverter. Le moteur BLDC inverter, rappelons-le, c'est un moteur à courant continu qui module sa puissance en fonction de la fréquence et qui est piloté par un driver. Ça va ? J'ai bien fait mes devoirs ? Bravo Julia, je vous mets un 10. Allez, je vais retourner à l'école. Mais ce qui est intéressant de voir dans cette technologie, au final, c'est qu'elle a été poussée en climatisation par les exigences d'efficacité énergétique au début des années 2010, mais qu'elle en est qu'en ses prémices d'introduction au niveau des groupes de condensation. Et justement, que va apporter l'inverter en réfrigération ? Il y a différents avantages, mais je vais en citer 4, les 4 principaux de mon point de vue. La première, c'est la souplesse d'utilisation. Oui, ça va permettre de s'adapter à la saison et aux variations de charge, c'est ça ? Complètement. La deuxième, ça va être la réduction de la consommation énergétique, car on va adapter la consommation électrique du compresseur aux besoins frigorifiques. Mmh. La troisième, ça va être la pérennisation des installations avec des démarrages plus doux et moins de cyclage on-off. Donc on sait que le compresseur est mis sous contrainte quand il démarre. Et enfin, c'est une meilleure conservation des aliments. D'ailleurs, je suis venu avec une petite question. Oula. Quand vous allez chez le boucher, vous achetez quoi ? Alors moi je suis plutôt team sucré, donc j'ai plutôt tendance à aller chez le pâtissier, mais je ne dirai jamais non à une bonne côte de bœuf, donc je vais vous dire de la viande. Exactement, mais pas que. Votre boucher vous vend surtout de la viande au pois, c'est-à-dire l'eau qui est contenue dedans. Et des conditions plus stables et constantes pour la viande va donner un meilleur aspect au produit, qui va la rendre plus rouge, et elle va ne pas sécher. Avec ça, le boucher va pouvoir vendre plus cher la viande, et donc amener des bénéfices à son business. Très bien. Revenons-en à nos moutons, pas celui que j'achète chez mon boucher. C'est un festival de blagues aujourd'hui. Vous auriez des retours d'expérience à nous partager sur la pérennisation des installations grâce à l'inverter ? Oui, comme j'ai dit, donc nous sommes très proches de nos clients et nous avons effectivement monitorisé certaines applications. Et pour l'un de nos clients, donc, nous avons réussi à diviser par 2 les cycles de dégivrage par rapport à une solution on-off. On sait que le cuivre des évaporateurs est très contraint lors des cycles de dégivrage, parce qu'il vient d'une température basse à une température haute, et vice-versa. Et donc, ça va venir le solliciter et venir fragiliser ce cuivre. Le fait de réduire par 2 les cycles de dégivrage va allonger la durée de vie de l'installation. À vous écouter, les solutions CO2 sont universelles pour le froid commercial. Or, aujourd'hui, les groupes CO2 représentent moins de 10% du marché si on regarde l'étude qui a été menée par Eurovent Market Intelligence, donc moins de 10% du marché européen. Comment est-ce que vous expliquez cette faible pénétration sur le marché ? Bon, il y a forcément plusieurs facteurs, mais j'en retiens 2 principaux. Le premier, c'est son prix, ou plus exactement, le coût d'investissement. Trop souvent, le client regarde la ligne en bas à droite. Le net à payer. Exactement. Et donc, il impressionne. Et malheureusement, on ne regarde pas la durée d'investissement, le retour sur investissement de telles installations. Donc, il faut éduquer le marché pour qu'il regarde la pérennisation des installations grâce à l'utilisation du CO2. Oui, avoir une vision vraiment plus globale, une vision projet et pas qu'une vision d'investissement sur la machine uniquement. Exactement. Et ce que j'aime à dire, c'est que nos produits peuvent paraître chers, mais qu'en réalité, nos solutions sont très compétitives. Le deuxième aspect très important, ça va être la formation. La haute pression fait peur. Aujourd'hui, en HFC, on va travailler autour de 45 bars, grand maximum, quand en CO2, ça va être 120,
130 bars. Et donc, l'installateur n'est pas habitué à ces pressions-là. Et donc, une sorte de défiance peut-être Exactement. Une sorte de défiance, méfiance vis-à-vis de ça. Et le deuxième passage, comme on a parlé tout à l'heure de l'inverter, ça va être la carte électronique. On demande à l'installateur de passer de système HFC on-off à des systèmes inverters CO2, donc c'est un saut en avant. C'est comme un peu demander à quelqu'un de conduire une voiture des années 80 et de sauter à une voiture électrique avec toutes ses bips et toute son électronique qui le gère. Il peut être impressionné, et donc il va falloir un temps d'adaptation et un temps de formation des installateurs et du marché. Mais une fois qu'on a compris, ça marche, et on verra que c'est beaucoup plus facile à installer et à mettre en service. Et donc, la formation est clairement un axe fort chez Panasonic, avec plus de 7 centres de formation en France. Du coup, on est quand même sur un marché qui est assez contraint d'un point de vue réglementaire, avec des échéances qui vont arriver à assez court terme. Quel tableau on peut dessiner pour le CO2 demain ? Alors, si vous voulez, les marchés évoluent en fonction des normes, et c'est particulièrement vrai pour la réfrigération. Nous, on a 2 normes principales pour faire facile. La première date importante est au 1er janvier 2027, avec une réduction drastique des quotas de disponibilité de réfrigérants. Et le deuxième est le 1er janvier 2030, avec une interdiction d'utilisation de fluides de PRG supérieur à 150 sur les installations de réfrigération commerciale. Mais 2027, c'est clair, c'est là, c'est demain, on y est. Et donc, bien évidemment, nous restons disponibles auprès de nos installateurs pour les accompagner dans cette transition. Et ce n'est pas parce que nous sommes l'un des leaders du marché et qu'on s'appelle Panasonic qu'on est déconnecté du terrain. Bien au contraire. Et ce que l'on cherche, c'est une co-construction avec nos partenaires, et nous restons complètement disponibles pour échanger avec eux. Donc, pour résumer, investir dans des groupes transcritiques CO2 pour le froid commercial, c'est une vraie solution selon vous. C'est un investissement financier, certes, mais il faut l'inscrire dans un projet plus global, le voir comme une manière de se préparer aux différentes échéances réglementaires. Et c'est aussi un investissement humain, dans la mesure où il faut vraiment démystifier, rassurer et former les frigoristes à ce nouveau fluide. Un grand merci à vous, Philippe Boichon, de vous être prêté au jeu du podcast. Merci Julien, et longue vie à Cool & the Band. Alléluia. Cool & the Band est un podcast produit par JBO, avec à la réalisation Alexandre Franco de Lucky Break et à l'animation Julia Boussard. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de diffusion: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Bref, si vous l'avez aimé, partagez-le à vos collègues, confrères, et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cool & the Band.